Voilà, nous avons laissé les 2-3 minutes dites académiques pour permettre aux personnes de nous rejoindre. Il y a encore certainement des participants qui vont arriver puisqu'on avait quand même pas mal d'inscrits, mais pour ne pas perdre de temps et donc pouvoir respecter le timing et permettre à l'orateur du jour de faire toute sa présentation et aussi de répondre à vos éventuelles questions, je vais vous proposer de commencer. Et donc, à nouveau, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire de la communauté francophone de pratique établie au sein de l'ISCOA. Donc moi, c'est Denis Herbeau, je suis directeur de la PAX, qui est une organisation belge qui soutient les institutions de soins de santé dans les démarches d'amélioration continue. Et j'ai aussi le plaisir de coordonner cette communauté de pratique et donc de prendre en charge la modération des différents webinaires que nous organisons. Alors, on a déjà eu une année chargée puisque nous avons déjà eu un premier webinaire début de l'année en mois de janvier, qui portait sur la communication entre les soignants et l'enjeu que ça représentait par rapport aux aspects de sécurité des patients. Au mois de mai, un autre webinaire a porté cette fois-ci sur l'amélioration de la qualité au sein du secteur des aînés. Et des collègues et moi de l'APAX, vous avez un peu expliqué différentes expériences qu'on menait en Belgique. Et nous en sommes donc à notre troisième séminaire de l'année, alors qui se place dans le cadre de la journée internationale journée mondiale pour la sécurité des patients, qui se tient en théorie le 17 septembre, mais qui donc tombe le week-end, et donc beaucoup d'activités sont organisées à travers le monde cette semaine et la semaine prochaine. Et donc nous avons la chance d'avoir deux séminaires à cette occasion-là. Un premier aujourd'hui, j'y reviendrai dans un instant, et puis un deuxième webinaire qui se tiendra la semaine prochaine, mardi prochain, à la même heure, et qui sera un retour d'expérience du Liban en termes de vaccination et d'impact de la digitalisation sur la gestion de cette vaccination dans le cadre du Covid au Liban. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, que ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire via le site de l'ISCOA, et par ailleurs, le lien d'inscription sera mis dans le chat à la fin de la présentation. Et puis, on essaiera d'avoir encore un dernier webinaire de l'année, fin décembre, peut-être tout début janvier, qui sera a priori consacré aux résultats rapportés par les patients. Voilà pour le programme. Et donc, revenons au webinaire de ce jour. Et donc, nous avons la chance d'accueillir M. Thomas Joly-Mislich du Québec. Plus exactement, il est pharmacien, département de pharmacie du CIUS de l'Estrie, professeur associé à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et chercheur associé à l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke au Canada. Et donc, il va nous présenter, nous parler de l'intégration d'un prescripteur électronique de chimiothérapie dans un centre hospitalier universitaire québécois, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Et donc, cette présentation va durer environ 40-45 minutes. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à rédiger vos questions dans l'espace Q&R que je suivrai tout au long de la présentation. Et donc, à la fin de sa présentation, je relèverai quelques questions que je pourrai lui adresser et auxquelles j'espère qu'il pourra répondre. Je n'en doute pas d'ailleurs. Et donc, on aura cet espace d'échange à la fin de la présentation. Par ailleurs, comme chaque fois, le webinaire est enregistré. Il sera mis à disposition un peu plus tard sur le site de l'ISCOA. Voilà, je ne serai pas plus long. Je cède donc la parole à l'orateur du jour, que je remercie encore une fois de sa présence et d'avoir préparé cette présentation qui, je suis sûr, sera excessivement intéressante. C'est à vous. Merci beaucoup, Denis. Donc, bonjour à tous. Assez content de pouvoir vous parler aujourd'hui de notre intégration du prescripteur électronique en oncologie. Sujet quand même assez pointu, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la démarche qu'on a utilisée pour s'assurer de faire ça de manière sécuritaire. Je vais me permettre, pendant la présentation, donc le corps est vraiment ça, c'est vraiment l'analyse des modes de défaillance. C'est une stratégie qu'on a utilisée pour l'intégration, mais je vais me permettre, vu que j'ai 45 minutes là, de vous dresser un petit peu le topo de ce qui se passe en termes de chimiothérapie, de sécurité là-dedans, pourquoi on est allé vers un prescripteur, puis les résultats que ça a donné. Si jamais vous voulez aller plus en profondeur, voir exactement là, comment on s'y est pris, toutes nos catégories, puisque vous allez voir, je ne vais pas aller forcément détail par détail, je vais rester dans les concepts, mais ici, il y a des gens qui sont plus proches de l'oncologie et qui veulent vraiment voir notre cartographie. Mais sachez que ce que je vais vous présenter là, tout à l'heure, ça a été publié au mois de novembre dernier dans le Journal of Oncology Pharmacy Practice. Donc, vous pourrez là, aller chercher la référence, puis vous aurez tous les détails.
Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer vraiment par une mise en contexte de ce qui se passait chez nous à Sherbrooke avant qu'on implante le prescripteur et l'état des connaissances à ce moment-là qui nous a poussé à migrer vers une solution informatique. Vous allez voir en fait qu'on n'a pas été capable de trouver une solution commerciale qui répondait à nos besoins. Donc, on a créé en fait avec l'aide d'une compagnie qui faisait des logiciels pour les hôpitaux, on a créé notre propre prescripteur électronique. Donc, je vais vous parler un peu de comment on a fait ça. Et ensuite de ça, je vais vous parler vraiment de l'analyse qu'on a faite avant l'intégration pour s'assurer de passer d'un processus très sensible à un autre qui est très sensible en ayant le moins d'impact possible là, pour les usagers. Ensuite de ça, je vais vous raconter comment on l'a intégré en pratico-pratique au niveau clinique. Et la dernière partie, là, rapidement, je vais vous parler de l'évaluation post-implantation qu'on est encore en train de faire, mais que je vais pouvoir vous partager nos résultats extrêmement préliminaires parce qu'ils sont sortis la semaine dernière. Donc, l'état de la situation, c'est connu. Tout le monde le sait, là, dès qu'on parle de médicaments, le fait de se tromper dans des doses de médicaments, c'est grave. Quand on pense à la chimiothérapie, ça fait vraiment froid dans le dos parce que c'est des médicaments qu'on donne souvent de manière pulsée, des grosses doses pour essayer d'avoir un impact sur le cancer. Puis la ligne est très, très mince entre l'efficacité et la toxicité. Donc, si j'en donne pas assez, je ne suis pas capable de contrôler la maladie. Si j'en donne trop, je peux entraîner des conséquences qui peuvent entraîner même le décès. Donc, des toxicités très, très, très énormes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de littérature qui entoure la sécurité des soins en oncologie, puis principalement ce qui entoure la chimiothérapie. Puis on le sait, là, dans la littérature, là, quand on regarde, là, ça fait un peu froid dans le dos. Là, il parle de, quand on réanalyse le parcours de soins, on parle de 3 à 8 dans le fond d'erreurs répertoriées dans le parcours de prescription de chimiothérapie. Donc, ça part de la main du prescripteur jusqu'à l'administration au patient, dont 1 qui peut avoir un impact négatif. Ça, c'est énorme, 1 parce que un hôpital comme le nôtre, on traite à peu près 60 à 70 patients par jour. Donc, ça veut dire qu'à chaque semaine, là, je pourrais avoir là, 2 patients qu'une erreur se rendrait à eux. Ça, c'est si je regarde au niveau rétrospectif. Nous, on s'est questionné sur notre pratique. C'est des chiffres qu'on connaît. On voit des erreurs arriver. Je crois qu'il y a des erreurs. On fait des rapports d'erreurs. On essaye de voir d'où ça vient, comment est-ce qu'on peut faire pour les prévenir. Donc, on a même engagé un chargé de sécurité à la pharmacie au CHU, que c'est son travail à temps plein. C'est ça pour tout l'hôpital, mais il est avec nous en oncologie aussi. Et on avait clairement, un peu comme ces statistiques montrent, toujours là, des espèces d'erreurs récurrentes liées à la non-clarté de l'ordonnance ou à la mauvaise organisation des données dans notre dossier clinique informatisé. Il faut savoir qu'au CHU, à Sherbrooke, on a un hôpital qui est entièrement informatisé. Le dossier clinique il est dans le fond d'une structure informatique. Donc, de partout à l'hôpital, j'ai accès au dossier de mon patient. J'informatise aussi mes médicaments là-dedans. Sauf que l'organisation comme telle, elle n'est pas faite dans notre dossier clinique informatisé pour que les médecins prescrivent dans l'ordinateur. Ils prescrivent encore au niveau papier, puis après ça, c'est numérisé dans l'ordinateur. Donc, c'est comme un dossier santé numérique. Donc, dans le fond, je ne suis pas capable d'aller interroger vraiment là, la prescription directement par l'ordinateur. Je peux la visualiser puis la regarder. Mais ça fait que quand on prescrit pour plusieurs fois, donc disons, le médecin voit un patient puis prescrit pour 2 ou 3 cycles à la fois. Si au deuxième cycle, on change les doses, bien là, la chronologie d'ordonnance devient quelque chose de compliqué parce que là, il faut dire, ah, bien, il avait prescrit les cycles, mais c'est les doses qui ont été prescrites après. Puis la fois d'après, quand le patient revoit le médecin, il va chercher son ancienne prescription. Mais non, ce n'est pas son ancienne prescription, ça a été modifié. Bref, vous comprendrez qu'on avait une organisation du travail où on essayait de se tenir des dossiers le plus à jour possible, mais inévitablement, on avait des erreurs qui arrivaient. Est arrivé en 2014 à peu près les mandats du chef de la pharmacie puis du chef de l'hémato-oncologie ont été renouvelés par le PDG de l'hôpital avec comme mission de venir trouver une façon de sécuriser ce parcours de prescription. Le patron a mis le chargé de sécurité là-dessus en disant
qu'est-ce qui serait là quelque chose là, qui aurait un impact important dans notre sécurité des soins? Donc, l'état de la littérature à ce moment-là, il y en avait beaucoup. J'ai choisi une étude qui est l'étude de Gandhi, donc une étude qui a vérifié où classiquement les erreurs se passaient quand on avait un parcours de soins en chimiothérapie. Donc, c'est une étude qui montrait à peu près les chiffres que je vous montrais, là, un 3 de taux d'erreur avec un 2 qui pourrait affecter le patient. Donc, ça ressemble, ça tourne toujours autour de ça là, quand les gens font une analyse. Puis, ils ont fractionné ça pour trouver d'où viennent les erreurs, quand on répertorie les erreurs. Puis, trois quarts des erreurs viennent vraiment de la partie de rédaction d'ordonnance. Donc, notre chargé de sécurité, il dit, s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on agisse, qu'on veut qu'il y ait un impact certain sur les taux d'erreur, c'est probablement à la rédaction. C'est là qu'il faut qu'on agisse pour diminuer les erreurs liées à la chimiothérapie. Au moment qu'on a fait ça, il venait de sortir cette étude-là de Meisenberg qui avait fait le passage. Exactement, là, lui, il est arrivé à la même conclusion. On a des problèmes avec nos ordonnances qui sont écrites à la main, avec nos ordonnances pré-imprimées. Donc, je vais vous en montrer tout à l'heure, c'est quoi des ordonnances pré-imprimées. Quand on prescrit de la chimiothérapie, on ne peut pas prescrire un agent à la fois. Il faut utiliser des canevas qui regroupent les traitements ensemble, qui regroupent la prémédication ensemble pour être certain de ne pas oublier puis pas fonctionner juste un médicament à la fois parce que la chimiothérapie, ça marche par protocole. Donc, ces protocoles-là, c'est ce qu'on appelle les preprint orders ou les ordonnances pré-imprimées. Tandis que ce que vous allez voir dans les. Bon, là, ici, qui est écrit, là, le handwritten, c'est vraiment que le médecin n'a pas trouvé l'ordonnance pré-imprimée et qu'il a tout écrit à la main. Le CPOE, ça, c'est le Computerized Physician Order Entry. C'est le prescripteur électronique qui est utilisé par le médecin. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont révisé là, des milliers d'ordonnances et ils ont séparé les erreurs en problèmes et en erreurs. Problème, c'est un problème de conformité. Il n'y a pas deux identifiants, il manque le poids. Ce n'est pas forcément que la dose n'est pas bonne, ce n'est pas qu'on n'a pas prescrit la bonne chose, que l'ordonnance n'est pas conforme à ce qu'on s'attendrait d'une ordonnance de chimiothérapie, tandis que l'erreur, c'est vraiment quelque chose qui pourrait se rendre au patient, pourrait causer préjudice aux patients. Donc, vous voyez que le fait de passer des ordonnances préimprimées, qui est notre cas à Sherbrooke, on a des ordonnances préimprimées, donc des formats Word, de chaque protocole avait son format Word, on en a des centaines, puis on les imprimait quand les médecins en avaient besoin. En passant au CPOE, donc prescripteur électronique, on était capable de diviser par 10 là, les erreurs. Donc, notre chargé de sécurité dit, ben, ce qui est le plus clair dans la littérature pour améliorer la prescription, donc l'endroit où il y a le plus d'erreurs, c'est de passer un prescripteur électronique. C'est ce move-là qu'il faudrait qu'on fasse si on veut vraiment améliorer la sécurité des soins. Donc, c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas vraiment de logiciels prêts à l'emploi qu'on peut prendre. On a regardé ce qui se faisait. Donc, dans notre dossier clinique, comme on avait une partie numérique qui n'était pas, on ne peut pas faire de saisie informatique, mais ça compliquait notre vie de le déployer, de le développer à même nos outils cliniques. Puis le fait d'acheter des solutions distantes, ça forçait d'avoir un dossier clinique informatisé parallèle. Puis ça, c'était un gros nom de la part de notre hôpital qui disait c'est pas vrai qu'on va avoir deux dossiers cliniques. Il faudrait trouver un prescripteur qui puisse se greffer sur notre dossier clinique qui pourrait être interfacé. Donc, on regarde ce qui existe, on regarde les choses qui existent qu'on pouvait adapter, les coûts d'acquisition, ça coûtait beaucoup trop cher. Bref, on ne trouvait pas de solution. Donc, on est allé en le fait de dire, ben, on va en développer un. Il y avait une compagnie d'informatique médicale avec laquelle on travaillait depuis 5 ans déjà pour l'antibiogouvernance. La compagnie s'appelle Lumed. Ils étaient déjà à Sherbrooke. C'était des gens qu'on connaissait bien. On s'est assis avec eux en leur disant, hey, est-ce que vous serez capable de développer avec nous cet engin-là qui nous permettrait de prescrire et d'avoir un système d'alerte? Parce que ça, j'ai oublié de le dire, mais moi, je suis professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Ma spécialité, c'est dans les systèmes d'alerte, c'est dans la contextualisation des soins, c'est prendre les données, les mettre ensemble, puis trouver des associations qui permettent de générer des alertes en disant il faut se mettre le nez là-dedans. Donc, j'aurais proposé de dire, hey, si on est capable d'organiser la pression électronique, ben, on va être capable d'interfacer ça avec les laboratoires du patient, avec ses données démographiques, puis avoir un système de surveillance en même temps. Donc, ils ont dit oui, ils ont accepté de s'installer avec nous, puis on a fait une entente avec l'hôpital pour faire du co-développement. Comme on partait à 9, ben là,
il fallait qu'on décide sur quoi est-ce qu'on va se baser, qu'est-ce qu'on va utiliser pour réussir à faire nos choses. Donc, au Canada, on a des lignes directrices sur la création d'ordonnances de chimiothérapie. Il y a ça un peu dans tous les pays. C'est un peu ce qui nous dicte un peu qu'est-ce qui doit être là, qu'est-ce qui ne doit pas être là. Parce qu'on veut avoir beaucoup d'infos, mais on ne veut pas en avoir trop. On veut avoir de la place pour pouvoir annoter, mais on ne veut pas non plus que le protocole fasse 12 pages. Donc, tous ces canevas-là, ils ont été mis dans une espèce de ligne directrice canadienne où ils suggèrent aux gens de respecter ça, puis ça dit qu'est-ce qui est essentiel, puis qu'est-ce qui serait bien à avoir. Nous, au niveau québécois, la Direction québécoise des cancéros a recommandé à tous les centres de suivre ces lignes directrices-là. Et en parallèle à ça, au Québec, on n'avait pas de ligne directrice pour les prescripteurs électroniques, mais en Ontario, la province voisine a une agence de cancer qui venait de sortir ces lignes directrices pour le prescripteur électronique. Donc, on a pris les deux, puis on s'est dit, bien, on va s'assurer de respecter ces lignes-là. On le crée, donc on n'est pas pris avec un logiciel qui existe déjà, puis qu'on essaye de donner des consignes par après en disant, il faut tout refaire. Donc, on a construit en respectant ces lignes directrices-là, notre banque de protocoles. Alors, comme ça, au moins, notre structure de notre prescription électronique va être bonne. C'est juste que les champs vont pouvoir être documentés de manière électronique. On a bâti cette banque de protocoles. Donc, ça, c'est juste des images là, du logiciel que là, je vais vous passer pour que vous ayez un petit visuel. Donc, là, on a 519 protocoles là, dans cette version-là. Donc, autant nos protocoles de recherche que nos protocoles d'induction de leucémie, que nos protocoles classiques de chimiothérapie, on les a créés. On s'est bâti un gestionnaire de protocoles. Donc, on a un moteur de recherche pour les retrouver. On a même une arborescence qu'on peut aller chercher, là, un peu comme ce que les sociétés savantes en onco utilisent. Donc, il y a différentes façons d'aller chercher pour retrouver le bon protocole puis savoir qu'est-ce qui est disponible. Puis, une fois qu'on ouvre le protocole, ben, ce qu'on voit, c'est exactement la même chose qu'on verrait avec une ordonnance préimprimée. C'est-à-dire que c'est une feuille 8,5 par 11 qui correspond en tout point à ce qu'une ordonnance préimprimée demande. Donc, ça, c'est le résultat final. Donc, là, je suis dans le prescripteur, mais du côté gestionnaire de protocole, donc je ne suis pas dans un patient. Tout à l'heure, je vais vous montrer la même prescription. Je suis un patient, vous allez voir que ça devient une dynamique. Donc, on a bâti ces protocoles-là en respectant la nomenclature demandée par les lignes directrices, l'espacement. Donc, vous voyez, tout est à gauche, puisqu'à droite, il faut laisser de la place si jamais le médecin veut annoter de l'information en lien avec le médicament qui est là. Il y a toujours la dose cible, un endroit pour mettre la dose calculée. Et on a rebâti tous nos protocoles avec ce gestionnaire de protocole. Là, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, chacun des éléments en dessous, c'est dans le fond, là, je prends l'exemple de l'acide folinique, donc qui était le deuxième médicament de chimiothérapie. Ben, à l'intérieur, tout est granulaire. Donc, la dose prévue avec, dans le fond, l'unité de mesure, la voie d'administration, la façon d'arrondir les doses aussi pour les calculs, est-ce qu'il y a des valeurs maximales ou non, l'instruction pour l'administration. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des blocs en lien avec les médicaments. Puis, je suis capable de réutiliser les blocs d'un protocole à l'autre. Donc, je suis tout le temps au courant de savoir si je veux savoir mon état positif, de quelle manière est-ce que je l'administre, ben, je peux voir protocole par protocole les instructions rapidement sans être obligé d'ouvrir 170 formats Word. Donc, on a bâti une intelligence derrière ça pour pouvoir l'interfacer éventuellement avec la pharmacie, mais surtout pour être capable de faire réfléchir le système puis être capable de porter une action sur les doses puis utiliser les doses avec un calculateur électronique. Donc, une fois qu'on a bâti ça, ben là, dans le fond, on s'entend que c'est un faux patient là, que je vous ai mis. En fait, c'est un vrai patient anonymisé là, qu'on avait importé là, au début, quand on montrait le logiciel pour les formations. C'est ces images-là que j'ai réutilisées pour la présentation. Donc, ici, on voit un protocole. Le protocole s'appelle Folfiribevacizumab. J'ai mon en-tête. En fait, quand j'ouvre mon en-tête, ça ouvre à mon médecin l'opportunité de venir changer certains paramètres s'il veut changer les paramètres. Si j'avais un patient très, très obèse qui aurait 2,44 mètres carrés de surface corporelle, puis que mon médecin dit, ben moi, je veux topper à 2,2, sans ça, ça va être trop toxique, il pourrait venir marquer sa dérogation, ça viendrait raturer 1,176, mettre la nouvelle surface corporelle, puis les calculs se referaient. De la même manière, dans les médicaments, quand il clique dessus, il peut venir dire, ben, je veux 80% de ma dose, ça va faire le calcul. Sans ça, il aurait pu marquer 144 ici, puis ça aurait fait le calcul aussi, ou fixer une dose. Donc,
à chaque fois qu'on fait une modification dans le protocole, puis ça, c'est les guidelines qui disent ça, on ne peut pas effacer l'ancienne valeur pour mettre la nouvelle. Il faut raturer l'ancienne puis mettre la nouvelle. Donc, comme ça, la personne qui va valider le traitement, donc le pharmacien ou administrer le traitement à l'infirmière, elle sait. Mon médecin ne veut pas ce qui est classique, il prend une dose réduite volontairement, puis un petit pictogramme qui s'allume. La même chose, il ne veut pas le bolus de 5 FU. Si je l'enlevais, je pourrais me demander, y a-t-il oublié de le mettre ou est-ce qu'il ne le voulait vraiment pas? À chaque fois que le médecin va represcrire, va redupliquer son ordonnance pour represcrire, ces ajustements-là vont suivre. Et comme ça permet qu'il soit toujours au courant. Ouais, le protocole, normalement, aurait dû être ça, mais volontairement, je l'ai diminué de telle ou telle manière. Donc, on a bâti ce système-là pour qu'il soit facile, convivial à utiliser pour les médecins. Le médecin peut faire tous ces changements au niveau de la prescription et ça clarifie, dans le fond, le message et ça permet de l'archiver. Donc, ce patient-là, qui est un vrai patient qu'on a importé, si je vous montre, dans le fond, un petit peu son historique, donc il a commencé en 2019, en octobre, puis au moment où on a sorti ça pour faire la formation là, un sous-groupe de pharmaciens, là, on était en décembre 2020. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas un faux patient, c'est vraiment comme ça qu'on l'utilise. À chaque fois qu'on fait une prescription, ça crée une nouvelle entrée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vue d'ordonnance. C'est un peu la vue qu'on va utiliser en pharmacie pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Classiquement, si j'avais ouvert ça, là, les anciens protocoles auraient été tous regroupés ensemble, où il aurait fallu qu'on clique pour que ça s'ouvre, puis il y a juste le dernier là, qui reste ouvert avec l'option de dupliquer le dernier protocole prescrit. Sauf que quand on rentre dans le patient, ce n'est pas la vue d'ordonnance qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la ligne de temps. Puis ça nous permet, dans le fond, de voir exactement d'où vient le patient puis où est-ce qu'il va. Là, je vous montre tout ça parce que je vous rappelle que nous, nos deux plus gros problèmes étaient le fait que mes médecins, quand il y avait des ajustements de dose, des fois, comme ils allaient chercher leur ancienne ordonnance numérisée dans le fond, qui datait au moment qu'ils ont fait l'ordonnance, et non celle qui a été modifiée par notre pharmacien, parce que les ordonnances pharmaciens et les ordonnances médecins ne sont pas classés au même endroit. Mais là, j'ai plus ce problème-là parce que mes modifications de dose comme pharmacien se font exactement dans la vue que vous avez vue tout à l'heure. Puis le médecin, c'est à partir de cette vue-là qu'il va dupliquer. Donc, il voit tout le temps les derniers ajustements qui sont faits. S'il prescrit plusieurs fois, mais le pharmacien qui fait le changement ou le médecin qui fait le changement a l'option de dire le changement s'applique juste à cette ordonnance-là ou alors je veux aussi changer les ordonnances subséquentes. Donc, il se pose la question puis il fait le travail à ce moment-là. On voit aussi que l'organisation de l'information est très, très claire. Ça veut dire que le médecin qui doit couvrir un collègue pour voir un patient, il n'est pas obligé d'aller repasser, ouvrir chaque ordonnance, demander d'où vient le patient. Puis, c'est très clair, on voit d'où le patient part, où est-ce que ça s'en va. À chaque fois qu'on change de ligne de traitement, le médecin est obligé de dire pourquoi. Quand c'est assuré, c'est qu'il y a des doses qui ont été modifiées, puis je serais capable de cliquer sur ces blocs-là, puis ça m'ouvre l'ordonnance à chaque fois. Donc, c'est comme ça fait partie de notre prescripteur. Donc, le prescripteur, ce n'est pas juste un endroit où on informatise la prescription, c'est un endroit où on te montre l'information au sujet de ton patient pour te permettre de bien prescrire. Donc, on a profité du fait que ça n'existait pas pour créer un outil qui allait nous aider là-dedans. Dans la ligne ici, bon, là, tout a été enlevé parce qu'on ne voulait pas importer les vraies données du patient, mais les scans dictés s'affichent ici, les notes de mes pharmaciens et de mes infirmières pivots s'afficheraient ici, les notes de TEPSCAN, les rapports de chirurgie. Donc, vous comprendrez que dans ma ligne de temps, je suis capable d'avoir accès rapidement à mon patient. Puis à gauche, ici, les derniers laboratoires s'afficheraient. Ils affichent juste les 2 dernières semaines. Là, les laboratoires, quand c'est plus vieux, c'est vide. Donc, ça fait partie du prescripteur. Le fait de savoir, dans le fond, exactement d'où vient le patient, où il s'en va. J'ai besoin de cette information-là pour pouvoir bien prescrire ma chimiothérapie. À ça s'ajoute aussi une note médicale. Je ne vous en parlerai pas parce que ce n'est pas le plan de la présentation, mais nos médecins, dans le fond, on a informatisé la note médicale. Puis ça aussi, ce que ça nous permet, c'est que quand on va faire notre système d'alerte, on peut aller chercher des éléments en lien avec la maladie du patient, puis venir les lier à la prescription. Donc, si je reviens en arrière, vous voyez qu'à la prescription, c'était marqué cancer du côlon gauche, viraffinité. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va retrouver dans la note médicale aussi. On peut les lier ou pas les lier parce que des fois, dans le fond, on veut un degré de précision qui est différent dans la note que dans la prescription. Puis ça aussi, là, dans mon en-tête, ici, je peux venir tout repréciser ce que je veux qu'il affiche vraiment sur ma prescription.
Donc, cette note médicale-là permet, dans le fond, au médecin de faire la même chose, d'avoir des sections qui sont dupliquées d'une note à l'autre et d'autres sections qui s'effacent. Et ça vient ajouter à la clarté du message. Ça permet au pharmacien de voir que si le médecin prévoyait de descendre les doses, ben, on a la prescription qui accompagne, puis ça nous permet de s'assurer, dans le fond, que le plan de match est respecté. Je vous parlais de règles de validation. Donc, il y a des règles intrinsèques, donc dans le fond, qui arrivent toujours. C'est dans la mise à jour des différentes données démographiques. On sait qu'on est interfacé avec notre dossier clinique informatisé. Donc, s'il y a un écart de poids qui dépasse 5 bien, le médecin est obligé de prendre une décision. Donc, il peut mettre à jour le poids aussi souvent qu'il veut, mais s'il le fait pas ou il oublie de le faire et qu'il y a un écart de poids entre le dernier poids que le dossier reçoit et le poids qui est dans sa prescription de plus de 5 il doit prendre une décision. Est-ce que je mets à jour ou est-ce que je garde l'ancien poids? Là, vous pourriez me dire, ça devrait se faire automatiquement. Non, parce que malheureusement, il y a des gens qui documentent mal les poids, la virgule n'est pas à la même place, ou il y a des gens qui pèsent encore en livres chez nous. Donc, ça fait qu'ils vont mettre un poids qui est 2 fois plus élevé. Le fait de montrer l'ancien et le nouveau poids, ça permet de saisir l'œil et faire oh, attends, il y a une trop grosse variation, quelque chose de bizarre. Avant que tous les calculs se fassent, parce qu'on s'entend que maintenant qu'on a un calculateur, nos médecins, ils ne recalculent plus les doses. C'est le système qui calcule les doses. Les pharmaciens aussi. Au début, on recalculait tout parce qu'on avait peur, mais là, ça fait des années qu'on l'utilise. Puis le calculateur est très, très fiable. Donc, c'est pour ça que c'est important que mes paramètres d'entrée soient bons, parce que s'ils ne sont pas bons, tout le reste risque de passer un peu, malheureusement, dans le monde. On a interfacé aussi avec des systèmes d'alerte qui nous disent les prérequis avec la prescription. Donc, si jamais, ça, ce n'est pas le médecin qui reçoit ça, c'est le pharmacien, parce que souvent, le médecin va prescrire les épreuves de laboratoire en même temps qu'il va prescrire. Le patient va avoir de la chimio le lendemain ou le surlendemain, donc il va se faire piquer, puis là, c'est le pharmacien qui révise la formule sanguine complète, les neutrophils, les plaquettes, les enzymes hépatiques, c'est sûr que tout est beau avant de donner le traitement. Protocole par protocole, on a spécifié des choses que ça me prenait absolument pour valider le traitement. Et si le système ne les a pas reçus, ben, il y a une alerte jaune, donc pas une alerte bloquante, mais qui nous avertit, dans le fond, que le système n'a pas retrouvé l'information qu'on avait besoin. Et quand il y a les laboratoires qui entrent, ils ne sont pas beaux, puis que je vais en ligne pour valider ou prescrire, puis là, j'ai des alertes bloquantes qui arrivent en disant « Oh, attends, je donne une bilirubine à 40, tu es en train de donner ce médicament-là qui est complètement contre-indiqué quand on a la bilirubine élevée. » Le système va nous le dire, puis on peut écrire un commentaire pour bypasser l'alerte, mais au moins, on est notifié. Donc, concrètement, quand le médecin prescrit, c'est comme un pop-up, les alertes là, qui arrivent à droite. Et si je vous montre, dans le fond, une autre sorte d'alerte, c'est, je parlais de clarté. Donc, notre prescripteur doit être clair, ça doit être clair ce que le médecin fait. Donc, là, ici, par exemple, il a prescrit ce médicament-là, de ce protocole-là, puis il n'a pas coché mon allopurinol, qui est un médicament optionnel pour le protocole. Certains médecins vont dire, ben, je ne l'ai pas coché, je ne le veux pas. D'autres vont dire, ben non, j'ai juste oublié. Fait le 4K, donc les lignes directrices des ordonnances préimprimées, nous disent qu'à chaque fois qu'il y a une option, soit l'option est cochée, soit l'option elle est barrée. On ne peut pas la laisser comme ça. Donc, le prescripteur électronique ne permet pas au médecin de prescrire avec une option qui est ouverte. Il va être obligé de soit cocher son allopurinol, soit la raturer comme il l'a fait avec le filgrastim ici. Donc, encore une fois, pour la clarté du message, ça aide. On a énormément de règles comme ça internes. Je pourrais passer toute l'heure à vous parler de ce genre de règles-là parce que moi, c'est mon dada. Mais tant qu'à faire un protocole, donc dans le fond, j'ai déjà des données, tant qu'à faire un prescripteur, j'ai déjà des données démographiques en lien avec mon patient. Avec ma note médicale, je sais que c'est qui mon patient, c'est quoi sa pathologie, c'est quoi son indice de performance. J'ai toutes ces valeurs de laboratoire, puis j'ai tous les médicaments qui sont prescrits grâce à mon prescripteur. Donc, j'ai la soupe parfaite pour pouvoir avoir un système d'alerte. En même temps, mais le fait de cartographier comme ça qui reçoit quoi, pendant combien de temps, bien, pour mes gestionnaires, c'est super bien parce qu'ils sont capables de suivre en temps réel qui on traite, combien de gens on traite, combien de fois ils reviennent, combien longtemps ils sont sur nos différentes molécules. Quand on fait des revues d'utilisation du médicament à la pharmacie, on utilise ces données-là parce que c'est comme une espèce de collecte de données prospectives qu'on fait là, à long terme. C'est sûr qu'à chaque fois, on repasse par le comité d'éthique pour utiliser ces données, je vous rassure, mais ça nous donne une profonde connaissance sur les patients qu'on traite, qui on traite, dans quel cas on les traite, et ça nous aide énormément. Donc, j'arrive
à la partie plus vraiment intégration. Fait qu'on a créé notre prescripteur. On l'a fait, on l'a testé sur des faux patients, on s'entend, mais pas des faux patients, mais sur un faux set de données. On avait des médecins qui nous aidaient là-dedans, il y avait des informaticiens de la compagnie Lumen qui travaillaient avec nous là-dedans, et il y avait des pharmaciens d'onco. Donc, on a bâti ce prescripteur-là, on l'a interfacé avec le système, tout est prêt. Maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour dire aux médecins, bon, vous savez quoi, maintenant, au lieu de prendre dans votre cartable la feuille Folfiri et écrire à la main, bien, vous allez cliquer là-dessus, ça roule le prescripteur, vous allez chercher votre patient, après ça, vous allez chercher le protocole, puis là, vous mettez ses paramètres. OK, ça va-tu marcher aussi bien que ça? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient mal aller? Donc, avant de commencer à faire ça, comme c'est un processus qui est sensible, puis se tromper dans une chimiothérapie, ça pourrait être dévastateur pour un patient, on a décidé de faire une analyse de type AMDEC. Donc, l'objectif de cette analyse-là, c'est d'identifier, de comparer, de comprendre les modes de défaillance potentiels, leurs causes et leurs effets sur le système et les usagers. Donc, en gros, on veut comparer les modes de défaillance de notre système papier qu'on connaissait puis qui était le justificatif pour dire qu'on veut aller au CPOE. Mais maintenant qu'on avait créé notre logiciel, qu'on l'avait, qu'on le voyait, qu'on le manipulait, si je mimais, dans le fond, tout ce qui pouvait mal aller, mais en ayant en tête que j'utilise le logiciel, est-ce que j'ai réussi à améliorer tout partout? Ou surtout, est-ce que j'ai des endroits que je n'ai pas réussi à améliorer, que j'ai empiré, qu'il faut que je retravaille avant de l'implanter? Donc, pour ça, on a utilisé le cadre de référence à MDA de l'ISMP Canada. Donc, ISMP, c'est l'Institut sur l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada. C'est un peu comme, dans le fond, eux qui régissent les grosses lignes directrices sur qu'est-ce qui est sécuritaire ou non à faire au niveau du médicament. Eux, ils proposent plusieurs étapes pour faire une analyse de mode de défaillance. Donc, premièrement, bon, il faut trouver le processus. Nous, dans ce cas-ci, c'était le processus de prescription de chimiothérapie. Puis, on a formé une équipe multidisciplinaire. Donc, nous, on avait un chargé de sécurité qui a leadé ce projet-là. C'était Serge Maltais. Donc, c'est lui qui s'occupait, dans le fond, de faire respecter là, ce cadre-là. On avait un médecin oncologue avec nous. On avait 2 pharmaciens d'oncologie. On avait un des développeurs informatiques de OncoExpert. On avait notre infirmière coordonnatrice de la salle de chimio et une adjointe administrative responsable de la prise de rendez-vous. Parce que vous comprendrez que la nouvelle trajectoire, l'ancienne trajectoire, c'est le médecin et son patient, il veut lui prescrire de la chimio, il va sortir ses cartables, va trouver la bonne feuille de chimio qu'il veut prescrire, va prescrire à la main, va donner ça à son patient. Le patient, il allait voir l'adjointe administrative qui lui prévoyait un rendez-vous en fonction des paramètres que le médecin avait mis sur sa prescription. Puis ensuite de ça, cette adjointe administrative-là faisait des photocopies de l'ordonnance, envoyait ça en salle de traitement aux infirmières puis à la pharmacie. Donc, les infirmières savaient qui elles recevaient puis qu'est-ce qu'elles devaient faire. Le pharmacien, lui, il analysait tout ça. S'il y avait des modifications à faire sur l'ordonnance, il les faisait, rappelait le médecin, créait, dans le fond, c'est le pharmacien qui avait l'original de la copie. Puis s'il faisait des modifications, il avisait les infirmières en salle de traitement. Là, ce qu'on changeait, c'est que le médecin, au lieu d'aller dans son cartable, ben, il ouvre OncoExpert, choisit le protocole, permet de le prescrire. Si c'est un patient qui était déjà là-dessus, il s'en va dans le patient, on va dupliquer l'ancien protocole. Puis une fois qu'il est prescrit, ben, c'était une file de travail électronique qui était créée pour notre adjointe administrative qui ouvre, dans le fond, la liste des prescriptions où elle doit mettre des rendez-vous. Elle contacte le patient pour l'avertir. C'est quand son rendez-vous. Puis là, de manière électronique, les infirmières sont au courant, nous, on est au courant. Donc, dans le fond, on n'a plus de gestion de papier. Fait que ça, c'était les 2 grosses différences en termes de trajectoire de médicaments. Mais il fallait quand même tout cartographier. Donc, l'étape numéro 2, il fallait cartographier au complet le processus. Je vous l'ai dit très rapidement, mais le processus est encore plus large, là. Et ensuite de ça, ben, pour chacun de ces processus-là, on stratifie ça en sous-processus, puis on vérifie en groupe tout ce qui pourrait mal aller, les chances que ça arrive mal, que ça arrive, la gravité, si jamais ça arrive, puis les chances qu'on l'attrape. Et ça nous permet ainsi de comparer, dans le fond, les différentes étapes entre elles. Alors, notre chargé de sécurité a cartographié, c'est normal que vous ne voyez pas, là, je vais juste vous montrer un peu la complexité de ce que c'est. Donc, c'est complexe, mais ce n'est pas non plus impensable de dire qu'on peut prendre chacun de ces processus-là puis les analyser. Si on zoome là, en plein centre, là, vous voyez en blanc là, ici là, le moment où il prescrit le protocole. Donc, dans le fond, il y a plein d'étapes qui précèdent.
Il y a plein d'étapes qui vont suivre aussi là, avec le patient. Là. Donc, ça, c'est le modèle papier, c'est la cartographie papier. Donc, où le patient apporte lui-même sa prescription, tourne à la salle d'attente. Après ça, l'adjointe lui dit c'est quand son rendez-vous. Bref, chaque chose a été cartographiée. Puis, pour chacun de ces processus-là, là, c'est un exemple. Là, donc, dans le fond, on avait des feuilles, puis on avait beaucoup de feuilles comme ça, où on marque le mode de défaillance, qu'est-ce qui pourrait mal aller au niveau du processus, l'effet qu'il pourrait y avoir, c'est quoi les causes qui pourraient faire ça, puis après ça, on donne des chiffres. Donc, nous, on a ajouté l'indice de criticité à la méthode AMDE. C'est ce qui va nous permettre de quantifier le risque et de venir comparer des chiffres entre eux. Donc, au lieu de juste nommer des choses, on veut savoir où est-ce qu'on doit mettre notre accent, où est-ce qu'on améliore beaucoup, où est-ce qu'on n'améliore pas beaucoup les choses. Donc, sur une échelle de 1 à 5, on dit combien c'est grave. Une échelle de 1 à 5, combien est-ce que ça risque d'être fréquent. Puis 1 à 4, la détectabilité. Donc, quelque chose de très grave qui arriverait tout le temps et qui serait indétectable, ce serait 5 fois 5 fois 4, donc ça donnerait un score de 100. Quelque chose qui arrive à peu près jamais, que si ça arrive, c'est absolument pas grave et qui serait détecté à toutes les fois, aurait un indice de criticité de 1. Donc, chacun de ces chiffres-là est compris entre 1 et 100 et ça nous permet de comparer ces processus-là avant et après l'utilisation de notre prescripteur électronique. Donc ça, c'est en groupe multidisciplinaire des acteurs. C'était des gens vraiment qui travaillaient en chimiothérapie, qui ont été recrutés pour faire partie de ces experts-là. Puis ils s'entendaient sur chacun de ces chiffres-là et sur les causes. Notre chargé de sécurité, c'était celui qui lidait la règle. Je vous montre les résultats. Donc, les résultats, bon, là, sont en anglais. J'ai sorti les images graphiques. On a catégorisé ça en 4. Donc, le premier, c'est vraiment au niveau de la prescription. On a regardé ensuite sur le fait de la planification du rendez-vous, sur la validation du traitement par le pharmacien et finalement par les suivis. Donc, vous verrez, là, ça se ressemble tous. On diminue tout à peu près de moitié là, les risques associés. Donc, on voit que là où il y a des chiffres négatifs, c'est là qu'on améliore beaucoup. Fait que vous voyez qu'on améliore énormément les prescriptions ambiguës. Donc, justement, les fameuses cases qui ne sont pas cochées ou alors on n'est pas sûr ce que le patient veut ou le médecin qui écrit une mauvaise calligraphie. On améliore énormément tout ce qui va être, dans le fond, les mauvaises dates de traitement parce que le système nous propose des dates, nous offre un calendrier qu'on choisit, donc on a moins de chances qu'on se trompe. Il nous prévoit aussi des nouvelles dates qu'il y aura un traitement en 2 semaines. Il va regarder la dernière fois qu'on a eu puis il va nous proposer la prochaine date que le médecin peut accepter ou en choisir une autre. Le fait d'ajuster les doses, je vous disais que c'était notre plus gros problème. Donc, dans le fond, le fait que le médecin ait des ajustements de doses, quand il revoit le patient, il ne prenait pas sa bonne prescription, il réécrivait. Là, il n'y a pas de réécriture, c'est automatiquement renvoyé, donc les ajustements suivent. Donc, bref, on améliore à plein d'endroits. Mais ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas tant là ce qu'on améliore. On savait qu'on allait améliorer les choses. C'est l'endroit où on empire. Donc, on voit qu'il y a 3 endroits où j'ai empiré les choses. Puis ça, c'est la raison pour laquelle il faut faire ça. Puis c'est la raison pour laquelle les autres centres qui disent « Ah, ben nous aussi, on va migrer vers un prescripteur électronique, on va aller avec un co-expert aussi, on va le faire. » Moi, je leur dis « Vous faites ça parce que vous n'avez pas le même processus que moi. » Puis ça va vous dire où sont les endroits qu'il faut porter attention quand on veut améliorer la sécurité. Donc, vous voyez qu'ici, il y en a 2 là, qui sont liés avec le fait d'oublier de voir des rapports des résultats de laboratoire qui ont rapport au traitement ou qui n'ont pas forcément rapport au traitement, mais qui sont d'autres résultats de laboratoire de nos patients. Je les marque là parce que nous, à Sherbrooke, la façon dont notre système est interfacé, ils n'ont pas voulu, l'informatique de l'hôpital, envoyer les résultats en temps réel. Ils sont envoyés d'une manière pulsée à chaque demi-heure. Il y a comme un update, dans le fond, des résultats. Ça aurait pu être en temps réel. Hein? Ce n'est pas un défi techno si grand que ça, puis notre récepteur l'acceptera en temps réel, mais c'est plus la façon que l'interface, l'équipe d'interfaçage de l'hôpital, il était plus à l'aise de faire ce qu'on appelle des dumps de données, puis ça ne se fait pas en temps réel. Donc, en faisant ça, bien ça, ce que ça veut dire, c'est que si mon patient vient de se faire piquer, puis j'ai un nouveau résultat disponible, puis moi, il vient de sortir, puis là, moi, c'est là que je vais valider ou que mon médecin va vouloir prescrire, le système d'alerte ne va pas attraper le résultat tout de suite. Il risque de passer tout l'autre. De la même manière, je n'importe pas tous les laboratoires. J'importe les laboratoires qui ont rapport avec mes traitements. Donc, si mon patient il est suivi en même temps pour une autre maladie, puis tout ça, puis que là, les choses ne vont pas bien, je ne veux pas que mon médecin ignore les autres laboratoires. Donc,
Ça, une fois qu'on a ça, bien, ça nous a permis de faire des ajustements. Dans notre formation aux médecins, on les avertit, vous allez tout le temps voir, on leur a dit, il y a des délais, ça se peut qu'il y a des derniers laboratoires que vous n'avez pas. Et l'autre chose, c'est qu'on a arrêté de les montrer aux patients, aux médecins comme étant une vérité. On les utilise pour notre système d'alerte, mais le médecin qui veut vraiment pouvoir les mettre est obligé quand même de retourner dans le dossier clinique pour avoir accès à l'entièreté des laboratoires. On y montre les plus pertinents. On s'entend qu'il y en a certains qu'on montre quand même, mais on fait exprès de ne pas toutes les montrer pour pas qu'ils pensent qu'il y a une vue complète. Et l'autre, bon, ben, le système down, ben, ça, c'est ici, on a une panne informatique, sauf que ça, on s'est entendu pour dire que ça n'allait pas causer un très gros préjudice aux patients, dans le sens que ça on ne va pas administrer une mauvaise chimio parce que le système est down. Si le système est down, on a des backups, on a des façons d'aller rechercher l'information, on peut represcrire, dans le fond, tout en papier. Donc, oui, si ça arrive, ça ne sera pas grave. Si ça arrive, ça ne sera vraiment pas fréquent. Depuis qu'on a commencé à l'utiliser en 2018, c'est jamais arrivé encore. Puis cette compagnie-là, qui est en interfaçage avec notre dossier clinique informatique, sont avec nous depuis plus de 10 ans, puis on n'a jamais eu de problème là-dedans. Ils sont sur des serveurs cliniques. Donc, puis ça serait détecté à chaque fois. C'est pour ça que c'est pas bon. Ensuite de ça, si on regarde au niveau de nos adjointes administratives, on voit qu'on améliore énormément mon problème de chronologie. Donc, justement, là, quand je disais que, dans le fond, la fréquence, c'est aux 3 semaines, le médecin peut se tromper au niveau des dates. Est-ce que c'était voulu, est-ce que c'est pas voulu? Là, ça améliore énormément. De la même manière, quand il prescrivait 3 cycles de chimio d'un coup, ben, avant, c'est ça, une ordonnance. Fait que là, disons qu'au deuxième, là, il prescrit pour déplacer une chimio. Tu déplaces tout, c'était juste elle que tu voulais déplacer. Ça menait à des erreurs quand les gens pensaient comprendre ce que le médecin voulait puis qu'on s'est trompé ou que le message n'était pas clair. Là, c'est facile parce que j'ai une pression par cycle telle que recommandée dans le CAPCA. Puis ça fait que quand j'en déplace une, ben, par défaut, je déplace les autres. Et si je ne les déplace pas, ben, j'ai comme un message qui dit que j'ai des choses qui arrivent en contradiction. Puis, comme on n'a plus de papier, ben, on n'en perd plus. C'est niaiseux, là, mais il s'agit que mon adjointe a 7-8 traitements en retard à mettre, elle les met, elle se tourne, il y en a une qui tombe par terre. Vous imaginez ce que ça pouvait causer comme problème. C'est un processus qui était très dangereux de fonctionner en papier. Et le fait de tomber en électronique, ça aide énormément. Vous voyez, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est l'endroit que j'empire. Qu'est-ce que j'empire? Ah, bien là, c'est le fait d'oublier de prescrire. Parce que quand j'avais mon processus papier, mon médecin, il n'oubliait pas. Quand il prescrivait, il donnait un papier au patient. Si le patient n'a pas son papier en sortant, c'est parce qu'il n'a pas sa prescription. C'était très, très bien établi, très bien connu des médecins. Là, appuyer sur un bouton prescrire, si j'appuie sur prescrit, puis là, j'ai un message qui me dit attention, il y a ça, puis ah oui, c'est vrai, puis qu'il oublie d'aller confirmer qu'il prescrit quand même. Ben, lui, il parle à quelqu'un d'autre, sa page sonne, il s'en va ailleurs, sa session se ferme. Ouf, il pense qu'il a prescrit, mais il ne l'a pas prescrit. Il n'y a pas le papier qui l'aide à savoir qu'il a prescrit. Donc, ça, c'est plus dangereux avec mon système informatique. Donc, pour pallier à ça, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a fait des petits papiers cartonnés orange qui dit prescription d'OncoExpert. Donc, on a mimé le mouvement. Quand le médecin prescrit un OncoExpert, donnait ça au patient. Le patient, il allait voir comme il faisait avant. Puis elle, si elle recevait ce papier-là, puis elle ne voyait pas la prescription dans le système, ben, elle rappelait le médecin. Ça permet peut-être d'être un filet de sécurité. Aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que, honnêtement, nos médecins sont devenus très bons et on a changé l'écran d'accueil des médecins pour que quand ils se loguent, ils voient toutes ces prescriptions qui ont commencé et qui n'ont pas terminé. Donc, ça lui permet, dans le fond, de l'avoir en pleine face. « Oh, je n'ai pas prescrit ça. » Puis, finalement, ben, aussi, les adjoints nous ont dit que ça n'arrivait plus. Là. Après quelques semaines, il n'y avait plus personne là, qui oubliait ça. Mais ça nous a permis d'avoir une stratégie pour éviter ces problèmes. Puis les deux derniers parties, là, je vous ai juste mis les sous-processus les plus pertinents, que là, bien sûr, au niveau de la pharmacie, le seul point qui était empiré, c'était le fait qu'avant, quand le médecin utilisait son écriture, s'il voulait nous mettre en lumière un aspect de la prescription par rapport à un autre, il pouvait prendre un crayon d'une autre couleur ou entourer ou faire un barbeau. Là, il nous écrit un texte, et le texte, peu importe où il l'écrit au niveau de la prescription, il est de la même police, il est de la même taille. Et donc, si le médecin veut attirer mon attention à un endroit, c'est plus difficile. Pour remédier à ça, ben, en en-tête, le médecin, il y a un endroit où il peut mettre du texte en rouge gras qui va nous arriver plus gros.
Mais donc, s'il veut vraiment nous dire de quoi d'important, ça va nous frapper beaucoup plus le visuel. Mais à ce moment-là, tout était pareil, puis c'était ressorti là, de la part de nos pharmaciens de dire ouais, tu sais, s'il dit que c'est vraiment important, puis que c'est à travers beaucoup, beaucoup de textes, il y a moins de chances que mes yeux soient attirés. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait au niveau APDEC pour un total de réduction de risque de 51 Puis ça, là, c'est sans avoir fait les modifications. Parce que la dernière étape de la stratégie de l'ISMP, c'est qu'on doit faire les modifications puis on doit le refaire. Honnêtement, on ne l'a pas fait parce qu'on se doutait que presque tout allait pareil, sauf ces choses-là. Puis je n'avais pas besoin de ressortir les risques. Par contre, maintenant que c'est implanté, maintenant qu'on l'a encore amélioré, si on voulait continuer à l'améliorer, ce serait le genre d'exercice qu'on pourrait refaire un état actuel, venir se recomparer à nos chiffres et vérifier s'il y a encore des choses qu'on pourrait travailler pour améliorer. Ça, c'est ce qui nous donnait confiance à dire c'est beau, on va le mettre, on a calculé, dans le fond, nos risques associés, ça nous a permis de dire à tous nos médecins aussi qu'on l'avait fait, à nos infirmières, tout ça, puis rassurer les gens que la technologie pouvait faire. On a pu l'intégrer. Concrètement, comment est-ce qu'on a fait pour commencer à faire ça? Donc, on a commencé par former toute notre équipe pharmacie qui avait déjà commencé à travailler avec les nouveaux protocoles. Donc, vous vous souvenez, mes protocoles, de mon gestionnaire de protocoles, je pouvais les utiliser comme ordonnances pré-imprimées. Donc, ça faisait déjà quelques mois que nos médecins n'utilisaient plus nos vieux formats Word, mais utilisaient le format qu'on avait mis dans CoExpert, qu'on imprimait et qui complétait à la main. Donc, nos médecins étaient habitués avec le nouveau canevas d'ordonnance. On ne changeait aucun autre processus autre qu'à la place d'être un fichier Word avec un certain look, c'était un fichier dans OncoExpert. Ça avait été accepté par le comité des dossiers. Donc, on a formé nos 16 pharmaciens. Donc, on a une équipe quand même assez grosse. On n'est pas 16 pharmaciens en même temps en onco. À ce moment-là, on était 5 ou 6 en même temps en onco. Mais l'entièreté de l'équipe a été formée pour savoir comment bien l'utiliser et comment bien supporter nos médecins. Ensuite de ça, en décembre 2018, 2 médecins ont été attitrés à tester la plateforme. 2 médecins volontaires qui voulaient vraiment voir ça arriver, qui étaient très à l'aise avec la technologie. C'est avec eux qu'on a tout rodé. Donc, on s'est assuré que c'était fluide, que c'était pas trop de clics, qu'ils ne perdaient pas de temps à le faire, que c'était convivial, qu'ils trouvaient l'information au bon endroit, que quand ils voulaient nous donner de l'info, ça marchait. Donc, on a testé ça, on a fait beaucoup d'ajustements pendant ces 2 mois-là. Et en février 2019, les 2 médecins nous ont donné le go. Ils ont dit non, c'est bon, là, ça marche. On n'a plus de bugs, les choses roulent bien. On peut déployer ça à tout le monde. Puis je ne vous mentirai pas, là, tout le monde dans l'équipe avait hâte parce que c'était le jour et la nuit qu'on tombait sur les prescriptions de ces médecins-là par rapport au reste de l'équipe. C'était clair, c'était organisé. Les infirmières, elles adoraient ça. En salle de chimio, c'était clair. Nous autres aussi, à la pharmacie, c'était quelque chose qui venait changer notre donne, de ne pas être obligé de déchiffrer et d'interpréter ce que le médecin voulait faire. On s'est mis à exposer un nouveau médecin à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, il y avait un médecin qui était ciblé. On l'accompagnait là-dedans, on lui montrait comment ça fonctionne. Après la semaine, il était complètement autonome. Je vous dirais qu'il y en a même qu'après 2 ou 3 heures, il était rendu complètement autonome. Ils n'avaient pas tous besoin d'une semaine. Et on est passé à travers l'entièreté de nos 20-21 médecins là-dedans. Puis les résidents en médecine ont été mis au travers. Ça dépendait avec quel patron ils étaient, mais eux, ils apprenaient vraiment très vite, vraiment très à l'aise avec la technologie. Donc, eux, c'était facile là, à former. Donc, depuis juin 2019, tous nos médecins utilisent le prescripteur électronique. C'est les seules sortes de prescriptions qu'on accepte à la pharmacie. Donc, ils sont tous obligés de l'utiliser. Donc, on est capable d'avoir une image très, très, très adéquate de notre pratique, pas adéquate, mais réelle. Donc, dans le fond, pour nos gestionnaires, nos statistiques fonctionnent bien. Moi, mes règles d'alerte vont marcher pour tous nos patients. On a même mis maintenant nos thérapies orales là-dedans. Donc, on suit aussi nos prescriptions qui sont en externe, en plus de nos prescriptions à l'interne, pour avoir des dossiers en onco là, qui sont vraiment complets. Donc, ça s'est super bien passé. Personne ne reviendra en arrière. Ça a fluidifié le travail. Nos médecins, on sauve du temps. Dr Pavic, qui est notre chef hématologue, il pense qu'avec la note médicale et la prescription, s'il compare ce qu'il faisait avant, là, il sauve probablement 20 du temps. Puis ça, là, c'est magique. Là. Être capable de trouver un système qui améliore la sécurité et la vitesse de travail, moi, je ne connaissais pas ça. C'est notre grande fierté de dire qu'on a été capable de fluidifier le travail et de le sécuriser en même temps. Qui était un peu important, le côté adoptabilité, parce qu'on s'entend que tu peux faire la machine la plus sécuritaire, si le monde ne l'utilise pas, ben, tu n'as pas les bénéfices de cette sécurité-là. Mais là, nous, ça va faire 3 ans qu'on l'utilise.
Je termine en vous montrant quelque chose que je ne peux pas vraiment vous montrer parce qu'on est en train de sortir nos résultats et on veut les présenter là, au prochain congrès CAFO. Là, ça, c'est le congrès des pharmaciens onco du Canada. Mais on est en train de terminer une étude rétrospective sur l'effet réel de l'intégration. Donc, on a fait une série chronologique, des séries chronologiques interrompues. On a vérifié avant et après l'intégration d'OncoExpert. On a regardé sur un an la cinétique, là, dans le fond, de prescription, d'amélioration naturelle de la prescription avant et après l'intégration, en laissant la partie là, des 6 mois de l'intégration flottante. C'est pour ça qu'on a fait une série chronologique interrompue. Donc, les 13 périodes administratives pour avoir toute l'année pour pouvoir éviter là, la saisonnalité puis te faire dire, ben oui, tu prends juste le moment où les médecins sont tous en vacances pour vérifier. Là, on a vraiment regardé sur toute l'année. Donc, 1300 ordonnances avant, 1300 ordonnances après. Et nos résultats ressemblent énormément à ce que Meisenberg avait montré. Au niveau des erreurs mineures de conformité, on parle de 90 de réduction d'erreurs. Donc, c'est énorme là, comme changement. Là. On ne reviendrait pas en arrière. Aujourd'hui, les gens en parlent en parlant de leur le fonctionnement, ils trouvent ça plus clair. Je traite mes patients plus rapidement parce que je trouve mon information plus rapidement, puis j'ai une meilleure idée de qui je traite. Donc, les gens, c'est pour ça qu'ils ne reviendront pas en arrière. Mais la vraie raison pourquoi il ne faut pas revenir en arrière, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on a diminué énormément ces erreurs-là. Puis quand on regarde les erreurs majeures, ça aussi, on a réduit énormément nos erreurs majeures. Donc, ça, on va sortir probablement que on va soumettre l'article au mois de novembre de cette année. Donc, probablement qu'au début de l'année prochaine, vous allez voir, on a fait un gros travail sur la définition des erreurs. Qu'est-ce qui est une erreur? Qu'est-ce qui n'en est pas une? Pourquoi c'en est une? Puis on a, là, je vous montre 2 images, mais on en a plein. Là, on avait beaucoup de données pour s'amuser. Donc, on va sortir ces chiffres-là, mais c'est important pour nous de faire ça pour montrer que oui, on est allé chercher le bénéfice qu'on pensait qu'on allait être capable d'avoir. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est l'histoire, dans le fond, de l'intégration de notre prescripteur à Sherbrooke. Je mets des remerciements. Je remercie les commanditaires. On a été capable de développer ce prescripteur électronique-là parce qu'on a eu un soutien, dans le fond, du ministère de l'Économie, Sciences et Innovation qui voulait valoriser les partenariats publics-privés pour les innovations. Donc, on a été chercher des commandites au niveau de certaines compagnies pharmaceutiques qui ont fait des dons, mais sans droit de regard, qui ont permis de financer avec le ministère de l'Économie, qui fait qu'on a été capable de créer ce prescripteur-là à coût nul pour l'hôpital. Donc, c'est vraiment quelque chose de très gagnant. Puis il y a une entente, bien sûr, de commercialisation avec la compagnie Imed qui, là, maintenant, peut le distribuer pour d'autres hôpitaux. Donc, ça a été vraiment quelque chose, un projet qui a été gagnant sur toute la ligne. Autant pour la petite compagnie d'informatique qui est rendue plus grosse, qui vient de chez nous, puis qui s'est vraiment adapté à nos besoins, que pour les cliniciens, que finalement pour les patients qui reçoivent des soins plus sécuritaires et qu'on a été capable d'optimiser tout ça. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je serais prêt à prendre les questions. Merci beaucoup pour la présentation qui était excessivement claire, très très intéressante, voilà, vous avez bien couvert tous les aspects parce qu'il y a très très peu de questions qui sont rentrées, voilà, souvent, et moi aussi quand j'avais des questions, les réponses venaient par après, notamment par rapport à l'adoption, etc. Donc voilà, très très clair. Et puis en plus, voilà, on est pressé à la fin du webinaire, mais je pense vraiment que vous avez bien couvert tout. Je vais rapidement poser les 2 questions qui sont rentrées que j'ai sous les yeux. Je vais vous les citer toutes les 2, comme ça vous pouvez voilà, gérer un peu le temps et les répondre. La première est de savoir si le système OncoExpert permet également de recueillir les effets secondaires vécus par les patients lors des visites. Et la deuxième question, c'est de savoir si l'infirmier peut également utiliser le logiciel pour documenter l'administration du traitement. Voilà, donc je vous donne cette question. Donc, première question sur les effets secondaires. Dans la note médicale, oui, il y a une section où le médecin va, lui, comme clinicien, mettre les effets secondaires. Puis c'est pas du free text. Là. On les a vraiment toutes cartographiées. Puis là, le médecin va choisir nausée, va marquer son grade, puis marquer des commentaires. Puis ça permet de suivre l'évolution des effets secondaires, mais par le clinicien. Ce qu'on est en train de faire, qui n'est pas encore là, mais on est en train de travailler au niveau provincial sur une plateforme de collecte des patient-reported outcomes, donc les résultats rapportés par les patients. Et là, on va vouloir l'interfacer avec notre système, où là, je vais avoir en parallèle l'interprétation de mon clinicien et l'interprétation de mon patient. Puis moi, je vais pouvoir décider mon système d'alerte parce que je joue sur l'un, sur l'autre, ou le moins bon des deux. Ça risque d'être ça la réponse. Et là, on va pouvoir les avoir. Donc, présentement, les effets secondaires, oui, mais documentés par mon
cliniciens, bientôt documenté par les patients. Et ensuite, nous, on avait déjà dans notre dossier clinique informatisé un système pour que les infirmiers documentent l'administration des médicaments. Donc, on n'a pas eu besoin d'en faire un, nous, avec ça. Donc, dans mes fils, j'ai ma file dans le fond, puis c'est la même chose pour ma file de préparation de pharmacie. J'avais déjà, avec mon système, une file de produits à préparer sous la hotte, là, savoir qu'est-ce que je peux préparer la veille, qu'est-ce que je dois préparer la journée même, tout ça. Donc, nous autres, on envoie l'information, mais après ça, c'est les autres systèmes qui prennent le relais, autant pour la production à la pharmacie que pour, puis c'est ce système-là qui est linké après avec les infirmières pour l'administration. Donc, non, le logiciel OncoExpert aujourd'hui, tel qu'il est, n'a pas de feuille d'administration des médicaments. Par contre, un centre, on aurait besoin, c'est quelque chose qui serait assez simple à faire, parce que je ne sais pas si vous avez vu combien granulaire était ma saisie de données, mais chaque donnée est, dans le fond, ma valeur numérique, mon unité de mesure, ma voie d'administration, c'est tous des champs séparés qui fait qu'on est capable de s'interfacer avec des systèmes qui ont besoin de ces éléments-là pour ça. Mais comme on n'a pas eu le besoin, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait, nous, d'interfacer avec la feuille d'administration des médicaments. D'accord. Mais du coup, je rebondis sur une dernière question et puis après, on clôturera le webinaire. Et je pense qu'elle est liée à l'explication que vous venez de donner, c'est de savoir si, comment le système OncoExpert est lié au dossier médical de l'hôpital. Donc, concrètement, si un patient arrive aux urgences, quand le médecin des urgences peut éventuellement récupérer les informations. Oui, dans le fond, notre dossier clinique informatisé, dans le fond, tu peux basculer d'un système à l'autre. Donc, dans mon dossier clinique informatisé, j'ai vraiment un bouton qui me permet d'avoir accès à OncoExpert qui va ouvrir OncoExpert. Si le médecin ne pense pas à faire ça, bien, ce qu'il va penser à faire, c'est d'aller voir la dernière note médicale. Puis les notes médicales, dans le fond, dans OncoExpert, tu les vois de manière numérique. Mais à chaque fois que le médecin l'accepte, elle est balancée en format PDF dans le dossier numérique du patient. Donc, le médecin à l'urgence va voir cette info-là. C'est vrai aussi pour la prescription. Donc, le médecin qui ne sait pas qu'il doit aller dans OncoExpert parce qu'il ne pense pas, parce qu'il n'est pas en oncologie, il va quand même avoir accès à l'information au niveau de la prescription puis au niveau de la note médicale. Donc, c'est comme ça qu'on s'assure qu'on ne perd pas d'infos et on a ça en temps réel. Là. Donc, ça, c'est quelque chose en temps réel. Comme je vous ai dit, il y a un délai d'une demi-heure, mais on s'entend que si le patient il est parti, je pense qu'il revienne à l'urgence à l'intérieur d'une demi-heure est faible. Donc, c'est comme ça qu'on a été capable de s'assurer que l'information soit tout le temps là. Puis pour toutes les autres informations que j'ai dans OncoExpert, c'est l'info qui vient du dossier clinique. Donc, mes laboratoires, même mes notes infirmières, mes notes pharmaciennes, nous, on les fait dans le dossier clinique, puis elles sont importées dans le logiciel. Donc, on travaille juste dans un logiciel, pas dans deux. Puis l'information, elle est redondante. C'est la même donnée qui est aux deux endroits. D'accord, ok, ben, très bien, merci pour les réponses, encore une fois aussi claires que la présentation. Donc, voilà, tout grand merci, je pense que ça a vraiment très très fort intéressé les gens, tout le monde pratiquement resté jusqu'au bout, même si tous les inscrits n'étaient pas là, mais manifestement ça a énormément intéressé. Je pense effectivement c'était très intéressant et inspirant pour tout un tas d'autres institutions dans d'autres systèmes de santé. Voilà, donc un tout grand merci. Pour répondre à la question, oui, donc comme je l'ai dit, ben, le webinaire est enregistré, donc il sera mis à disposition sur le site de l'ISQOI dans les prochaines semaines. Au cas où, vous pouvez toujours me contacter. Je suis facile à trouver, denis.herbeau@max.be et je pourrai faire le lien le cas échéant. Dernier petit rappel, donc le prochain webinaire, c'est déjà la semaine prochaine, puisqu'on profite de cette semaine pour la sécurité des patients axés sur les médicaments. Et donc, on aura donc ce webinaire la semaine prochaine sur l'expérience du Liban. Le lien pour l'inscription directe se trouve dans le chat, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je remercie encore une fois énormément l'orateur de ce jour pour cette présentation très intéressante. Merci évidemment à tous les participants de s'être inscrits et d'avoir suivi ce webinaire. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée selon les fuseaux horaires ou une bonne après-midi là aussi selon les fuseaux horaires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.